Et voici les potos, je suis avec Kevin. Comment vas-tu? Bah salut à tous, merci pour l'invitation, ça va super, ça va super. Et toi? Ouais, bah écoute, au top. Vous entendez bien niveau son? En tout cas, n'hésitez pas à me dire, mais ouais, bah écoute, ça va super bien, trop content de te recevoir. En plus, ça faisait un moment qu'on s'était dit qu'il fallait que tu repasses avec les différentes actus en commun qu'on pouvait avoir et évoquer ensemble. Donc, on me dit que le son est parfait, ça c'est nickel. Alors, du coup, ouais, toi, déjà, alors, on s'était vu, je me souviens, juste avant le mondial, tu nous avais fait le plaisir de venir nous présenter ton dernier bouquin avec le tome 2 sur justement les 22 anecdotes pour notamment 22 éditions de Mondial. Et déjà, alors, comment ça s'est passé la sortie de ton bouquin? Tu as été satisfait? Ça a bien fonctionné? Parce que j'ai vu que tu as fait t'as été invité sur pas mal de chaînes dans le cadre du Ouais, Mondial au Qatar. c'est vrai, ouais. Non, c'est vrai que ouais, après, au niveau de, comment dire, de l'aspect médiatique, ouais, j'ai pu faire pas mal de la promo du bouquin. Après aussi, il s'est aussi bien vendu et les retours ont été à chaque fois bons, Ok. même si effectivement, il n'y avait pas ce côté, comment dire, parce qu'à la base de l'FC Géopolitique, moi, c'est un compte Twitter que j'ai créé vraiment à côté de mon boulot il y a 3 ans. Et le premier bouquin, ça faisait vraiment l'aspect nouveauté. Et Mhm. donc là, ça faisait le second, déjà en plus avec une Coupe du Monde où on parlait en amont, en tout cas, pas trop de football. Oui. Et finalement, il lui a fallu du temps en fait pour prendre un petit peu ses marques, quoi. Et après, effectivement, il y a quelques chapitres que j'avais évoqués, notamment Iran-États-Unis ou Serbie-Suisse, qui ont eu toute leur valeur durant cette Coupe du Monde, puisqu'il y a eu ces confrontations, même si sur Mhm. l'aspect iranien, c'était plus sur l'aspect effectivement de l'équipe nationale. Mais après, non, plutôt content de la promo, j'ai pu en parler un peu partout, aussi sur ta chaîne et aussi sur Twitch, Ouais. très content. Ah, top. Et alors depuis ton actualité du coup, parce que j'ai notamment, alors on pourra évoquer, maintenant tu travailles en collaboration avec SoFoot pour qui tu rédiges des articles. Ouais, c'est ça en fait. Moi, avant, j'étais collaborateur parlementaire à l'Assemblée nationale et mon contrat s'est terminé en août dernier. Et du coup, je me suis dit, vu que le FC Géopolitics marchait bien et que j'avais quelques opportunités avec des médias, notamment SoFoot, Mhm. bah, je me suis lancé dans l'aventure en solo, quoi, pour voir si je pouvais en tout cas vivre de ma passion. Oh, Et yes, beau dans projet. ce cadre-là, bah, notamment, voilà, j'ai quelques collaborations avec des médias, de plus en plus avec SoFoot, parce que bah, je leur ai proposé un papier sur le match Sheriff Tiraspol, Partizan Belgrade, Ok. notamment avec la question de la Moldavie et de la Russie. Et juste après, ils m'ont dit, ah bah le fret que tu as fait sur Manchester United et le Qatar, ça pourrait nous intéresser pour un article. Donc je sais, bah, si SoFoot veut un article, je vais dire oui, puisque c'est en tout cas l'un des magazines qui m'a donné envie de, enfin qui a suivi mon actualité foot durant mes jeunes années, quoi. Et puis après, c'est ce qui m'a donné envie de faire le FC Géopolitics aussi. C'est juste que je voulais plus pousser en fait l'aspect géopolitique que parfois le fait SoFoot, parce que même s'il y a des articles qui peuvent parfois être intéressants sur ce volet-là, il n'y a pas que ça dans SoFoot, quoi. Mhm. Ouais, carrément. Bah, justement, je vous mets à l'écran les poteaux le titre, hein, c'était Qatar Manchester United, un rachat en question. On va évoquer ensemble ce sujet. Et donc, quoi de mieux que d'avoir l'auteur avec nous pour justement l'évoquer, c'est charmé. Et donc, du coup, aussi, on verra si on a le temps, parce que on a prévu de passer 1 heure ensemble, les potos, parce qu'il y a beaucoup de questions, en effet, sur, tu sais, ce rachat, donc avec notamment l'offre qui vient du Qatar. On se demande quels peuvent être, tu sais, les liens, évidemment, avec le Paris Saint-Germain. Quelles peuvent être les conséquences pour le club du Parisien? Quelles seraient aussi les conséquences pour le club mancunien si l'offre qatari venait à être acceptée? Qu'est-ce que ça peut impliquer aussi d'un point de vue, tu sais, je me demandais quant au positionnement du Qatar avec la Première Ligue. Et donc, du coup, ensuite, si on a le temps, évoquer aussi le positionnement récent, enfin récent, pas tout, complètement récent, mais dont on a beaucoup parlé récemment, de l'Arabie Saoudite. Parce qu'il y avait eu d'une part le transfert de Cristiano Ronaldo, d'autre part, il y avait eu quelques matchs, tu sais, comme la Super Coupe d'Espagne, notamment, tu sais, les matchs de Super Coupe Mm. d'Espagne qui avaient été organisés là-bas, et celui aussi, je crois, de la Super Coupe d'Italie, si je me trompe pas. Donc, peut-être voir avec toi, avec en toile de fond, justement, la candidature qu'il poserait pour un prochain mondial, voir ce que tu peux nous dire à ce sujet. Voilà.
Donc, Ok, d'accord. Ça fait beaucoup de sujets, mais on grave. va tous les aborder, quoi. Exactement, super. Parce qu'à chaque fois, si tu veux, moi, on me pose pas mal de questions là-dessus et je trouve que c'est quand même ultra. Enfin, c'est des sujets qui nécessitent une sacrée expertise et comme on se connaît, c'est top que de pouvoir faire appel à toi pour les évoquer parce qu'il faut savoir le reconnaître quand on a ses limites et moi j'ai mes limites pour certains sujets, évidemment. Voilà. Donc, du coup, alors peut-être en présentation, évoquer d'abord Manchester United. Qu'est-ce que tu peux nous en dire si, si toi, par exemple, tu devais avoir une première réaction lors de quand l'info tombe, quelle est ta première action? Est-ce que tu as une surprise ou au contraire aucune? Ouais, et quel est ton premier constat en plus de ta première réaction? Ma première réaction, quand ça tombe, déjà, bah, on voit qu'il y a genre Qatar, Manchester United qui sont associés. La première question que je me pose, c'est qui est derrière cette offre du Qatar. Et Mhm, après, c'est vrai que déjà, on dit que ça force, je crois que c'est le premier article que j'ai lu, c'était l'article de l'équipe. mhm. Ça parlait effectivement de fonds privés qataris. Je me dis effectivement, c'est question de fonds privés vu la taille du club de Manchester, enfin en termes de poids financier, vu que l'offre va dépasser forcément les 4-5 milliards d'euros, dollars, livres sterling. Enfin bref, en tout cas, c'est un peu dans ce au niveau de ce prix-là que ça va tourner. Mhm. La première chose que je me dis, c'est que finalement, oui, il y a forcément un lien avec l'État du Qatar parce qu'ils investissent tellement dedans depuis des années et la Coupe du Monde a plutôt été réussie de leur point de vue, vu que après coup, finalement, on n'a plus du tout parlé des controverses. Oui, c'est vrai. Pour moi, mon point de vue, c'était finalement de savoir finalement d'où venaient finalement ces fonds et à quel point l'État du Qatar y était impliqué. D'accord. Et donc après, effectivement, voilà, creuser là-dessus et puis faire surtout très attention parce qu'on sait qu'effectivement, avec les histoires de rachat, ça peut très vite partir n'importe où. Et donc, essayer de croiser les sources au maximum pour avoir l'info la plus fiable. Et même en faisant ça, je crois que même moi, je me suis fait avoir parce que Ah ouais? alors je sais pas, non, quand j'ai partagé la première info de relayer une info de l'équipe, Mhm. je crois que, celui qui devait faire l'offre, c'était finalement le père de celui qui va faire l'offre, la Jassim Bin Hamad Al Thani. Et je Oui, crois alors que c'est. même le Parisien avait dit que celui qui était derrière l'offre, c'était Jassim Bin Hamad Al Thani, mais il y en a un deuxième qui est lui le frère de l'émir. Oui. Et là-dessus, tu vois que même des médias ou même moi, pour le coup, même en recroisant les infos, parfois c'est tellement le flou Mhm. qu'il a fallu faire un peu attention. Mais maintenant, on sait en tout cas, qui fait l'offre, qui est plus ou moins derrière l'offre. Après, ça reste à voir comment est-ce que les fonds sont structurés pour que finalement, il n'y ait pas, en tout cas, pour pas que l'UEFA Oui, finalement voit qu'il y a un lien, en tout cas, direct entre le PSG et Manchester United. c'est ça, parce qu'il y a cet aspect réglementaire où on ne peut pas être propriétaire de deux clubs engagés en Ligue des Champions. Donc, du coup, c'est en ce sens que là, jamais QSI n'a communiqué comme quoi il soutenait ou participait à cette offre. Donc, Ouais, c'est ça, effectivement, effectivement. Et puis après, voilà, ce problème, c'est que QSI, c'est la société qui a racheté le PSG en 2011. mhm, C'est Nasser qui est président de cette société-là, qui est pas affilié au fonds d'investissement souverain dont on parle souvent, puisqu'effectivement, le fonds d'investissement souverain saoudien, c'est lui qui a racheté Newcastle. Et le fonds d'investissement du Qatar, Qatar Investment Authority, KIA, finalement, il n'est pas affilié à QSI, mais il y a quand même des liens forts, en fait, vu que mhm. Nasser est dans le board du fonds d'investissement souverain, D'accord. et puis que le Qatar investit finalement dans le sport depuis 1995 comme une véritable politique nationale. Donc QSI, quand il rachète le club du PSG, on sait aussi qu'il y a eu pas mal de réunions à l'époque entre la famille régnante et Nicolas Sarkozy. Donc il y a forcément des liens derrière. Donc en tout cas, les liens ne sont pas établis, mais il y a des connexions qui sont en tout cas plus ou moins certaines. Après, voilà, ce qui va primer, c'est toujours comment dire, le juridique et de voir Mhm. si effectivement, juridiquement parlant, il y a effectivement des liens, puisque il y a eu déjà le cas en tout cas au niveau de cette question de savoir si derrière un club, il y avait le même propriétaire avec le cas de Oui. Red Bull. Oui, tout à Et fait. finalement, Red Bull avait réussi à convaincre l'UEFA que Salzbourg, en tout cas,
était déconnecté de Red Bull, quoi. Ouais, Alors que bon, dans les faits, c'est quand même beaucoup plus compliqué, quoi. exactement. Et alors, justement, tu parlais des liens, des connexions. Quel est maintenant, avec le niveau d'information que tu as pu, tu peux avoir? Parce qu'on a parlé de ta première réaction. Maintenant, du coup, il y a eu le travail de recherche, de réflexion là-dessus. Quel est le niveau de collision, si je peux utiliser ce terme, qu'il peut y avoir donc entre les propriétaires du Paris Saint-Germain et cette offre donc, qui a été déposée officiellement pour le rachat du club de Manchester? Avec les propriétaires du Paris Saint-Germain, c'est peut-être le lien n'est pas forcément aussi direct que par exemple avec la famille régnante, même si Nasser est dans le board, comme on l'a dit, du fonds d'investissement souverain. Mais là-dessus, voilà, en fait ce qui va se poser, c'est que QSI est quand même pas mal lié à l'État du Qatar et aussi au fonds d'investissement souverain. Mhm. L'offre que propose Jassim Bin Hamad Al Thani, il le fait via une fondation qui s'appelle 92, je crois, en référence, ce qui veut faire une référence finalement à la génération 92 de Manchester à l'époque de Ryan Giggs et David Beckham, histoire de dire qu'il est supporter du club et rajouter un petit peu de storytelling à son offre. Ah, je Et savais là pas derrière, ça. ce Ah serait... ouais, en effet, avec les Nicky Butt, Neville, Beckham, Ouais, Giggs. c'est ça, Ouais. c'est ça. Et en fait, ça s'associe. Bon, après, ça, voilà, tout comme le personnage, sa société aussi est un peu floue. Et en fait, c'est un véhicule financier pour qu'il y ait des fonds derrière. Et donc, tout l'enjeu, ce sera de savoir si ces fonds sont réellement privés ou non. Et voilà, c'est-à-dire qu'en général, comme pour le PSG, là, c'est pareil pour ces fonds-là. Il y aura sûrement une grande partie qui proviendront en tout cas du Qatar directement via son fonds d'investissement souverain. Toute la question, ce sera de savoir, voilà, de mettre en tout cas juridiquement les liens sur la table. Mais on sait que ce sera très compliqué en tout cas pour l'UEFA de les révéler, du fait aussi du poids et de l'influence du Qatar, notamment de Nasser, qui, avec l'affaire Super League, a pris de plus en plus de poids puisqu'il est devenu président de l'OCA, l'association des clubs européens. Et c'est le principal, en tout cas, soutien pour Ceferin pour empêcher un projet de Super League, de Ligue fermée, quoi. Exactement, ouais. Mais alors, du coup, parce qu'on commence à voir les choses se dessiner, mais là, on parle de... derrière, il y a autant de puissance financière. Donc avec cette candidature de rachat du côté de Manchester United. Alors certes, on parlait du prix de départ. Si tu es capable de mettre à peu près 5 milliards, c'est sûr que tu as une certaine puissance. Mais il y aurait autant de capacité financière que QSI en a injecté avec le Paris Saint-Germain? Après, c'est vrai que je pense que Manchester United, là en plus, ça va un peu mieux sportivement. On part quand même peut-être de moins loin qu'à l'époque où ils avaient racheté le PSG, Carrément. où ça c'était un grand club français, mais il fallait le remettre sur la scène européenne. Il fallait faire beaucoup d'investissements en tout cas pour aussi attirer quelques stars et commencer aussi à développer la marque PSG à l'international. Mhm. Alors que Manchester, les Glazers, même si l'aspect sportif, ils l'ont beaucoup mis de côté ces dernières années, l'aspect commercial, il est très présent. Partout dans le monde où tu vas, tu as toujours quand même un maillot de Manchester, même si ce n'est pas les grandes années de Manchester. Et ça reste le troisième club le plus riche du monde, notamment par cet aspect marketing. Donc là-dessus, ils vont aussi investir parce que leur idée, quand ils vont être en première ligue, ça va être quand même de faire en sorte que Manchester United arrive à regagner en tout cas la première ligue, après à bien les positionner en Ligue des Champions. Mais on part quand même de moins loin, même si il y aura quand même un gros travail de restructuration à faire, même si là le club sportivement va mieux avec Ten Hag. Le Qatar voudra forcément mettre sa patte, mais en tout cas l'effectif est déjà là et les stars sont plus ou moins là. Après voilà, c'est effectivement trouver une cohérence dans le projet sportif et surtout rapporter des titres, et surtout vis-à-vis de clubs comme Manchester City, donc qui est maintenant bien installé et qui est en course en tout cas pour la gagner face à Arsenal, et Newcastle qui fait ma foi une bonne saison alors qu'ils ont pourtant pas encore un effectif mirobolant, alors que comment dire, on aurait pu s'attendre à des investissements beaucoup plus conséquents pour Newcastle, qui a le fonds d'investissement souverain saoudien, parce que l'Arabie Saoudite a racheté Newcastle en 2021. Mais là-dessus aussi c'est toujours pareil, c'est-à-dire que quand on sait qu'il y a un fonds d'investissement souverain qui pèse plus de 100 milliards de dollars. Derrière, quand ce club-là va essayer d'aller acheter d'autres joueurs, tu vas faire monter les enchères, et donc les joueurs vont peut-être être surévalués par rapport à leur prix de base. Déjà qu'en général, quand un club de première ligue va acheter un joueur, le prix est en général surévalué.
Là, avec ce genre de propriétaire, on sait derrière avec autant de finances, ça peut aussi faire monter les enchères, quoi. Ouais, bien sûr. Et alors, qu'est-ce qu'on peut en déduire est-ce qu'on peut déduire d'autres choses avant d'aller un peu plus loin, donc sur cette offre, et puis comme on évoque cette offre, peut-être parler des offres concurrentes, mais l'investissement du Qatar, alors d'une part, il y a cet investissement, on peut parler de l'échelle, à l'échelle Première Ligue, mais aussi à l'échelle mancunienne, parce que est-ce qu'il y a une volonté délibérée d'après toi, tu vas sur le terrain où il y a Abu Dhabi, donc un émirat, des membres des Émirats Arabes Unis, où on sait qu'il peut y avoir une certaine rivalité avec le Qatar. Donc est-ce qu'on peut en faire cette déduction-là, ou là c'est pas du tout, faut y voir autre chose, on est sur une dimension plus importante, je sais pas, d'un positionnement des Qataris dans l'APL, avec au niveau pays, ce que ça pourrait représenter? Non, c'est vrai que la question se pose, hein, parce qu'effectivement, Manchester, l'autre club phare de Manchester, c'est Manchester City, et c'est détenu par le City Football Group. Et donc, avant que ça devienne le City Football Group, c'était finalement en 2007 un fonds des Émirats Arabes Unis, piloté par le Sheikh Mansour, donc lui qui est dans la famille royale de l'Émirat d'Abu Dhabi, parce que les Émirats Arabes Unis, c'est finalement une fédération. Et que c'est vrai qu'au début, ce rachat avait été fait plus pour montrer que l'Émirat d'Abu Dhabi pouvait se distinguer par rapport à l'Émirat de Dubaï. Maintenant, il a pris tellement d'importance, ce club et le City Football Group, que c'est aussi un élément finalement de politique extérieure, de soft power, même plus, un élément économique pour les Émirats Arabes Unis. Après, là-dessus, moi, je pense que... Donc, effectivement, je pense que la question se trotte aussi dans la tête du Qatar. Mais là-dessus, c'est plus, à mon avis, que le Qatar avait tempéré ses investissements sportifs avant la Coupe du Monde, en tout cas pour la réussir au mieux, et que là il y a une bonne opportunité économique avec Manchester. On a vu aussi qu'il y aurait peut-être eu des discussions entre Tottenham et QSI, en tout cas pour un éventuel rachat, ou avec aussi des fonds qataris. Et donc là, leur idée, c'était d'aller en Première Ligue après finalement avoir réussi l'organisation de la Coupe du Monde. D'accord. Donc là-dessus, ils se sont dit, il y a certes Tottenham, mais Manchester, c'est quand même une marque beaucoup plus importante. Un club qui pèse beaucoup plus que Tottenham en Première Ligue. Et donc, il y a une bonne opportunité. Donc, on va finalement sauter dessus. Et on va essayer de l'habiller avec une offre de fonds privés pour effectivement pas éveiller trop les soupçons, pour après pas être impacté, en tout cas pour la participation à la Ligue des Champions. Et c'est vrai que là-dessus, en plus, la personne qui est derrière l'offre, donc Jassim bin Ahmad Al Thani, son père, dont je parle dans l'article pour SoFoot, c'est Ahmad bin Jaber Al Thani. Donc, il s'appelle en surnom, on le surnomme HBJ au niveau occidental, parce qu'il a beaucoup pesé dans les relations extérieures du Qatar, notamment parce qu'il a été ministre des Affaires étrangères à l'époque de 92 à 2007. Et donc, c'est lui aussi qui est un peu une tête pensante du Qatar moderne et de ses investissements, en tout cas, notamment dans le sport, pour développer le Qatar au niveau international et aussi le faire peser face à l'Arabie Saoudite. Et lui, il a beaucoup plus d'investissements, en tout cas. Après, avec sa fortune personnelle, il a beaucoup plus racheté au niveau de Londres. Donc, on aurait pu se dire, pourquoi est-ce que le Qatar a pas notamment racheté Chelsea à l'époque où c'était en vente au début d'année? Avec les barres de Norwich, je pense qu'effectivement, ils avaient limité leurs investissements parce qu'ils étaient vraiment focus sur la Coupe du Monde, et que maintenant que la Coupe du Monde est passée et que ça a fait plutôt briller le Qatar une fois que finalement la compétition s'est lancée et qu'on n'a plus du tout parlé des controverses. Ils se sont dit que maintenant, ils allaient investir en Première Ligue. Et c'est vrai que, mais c'est pas ce qui prime le plus, à mon avis. Ce qui prime le plus, c'est le côté opportunité économique. Mais après, c'est vrai qu'aussi, en Première Ligue, tu as l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Ouais. Et dans ce jeu, effectivement, de concurrence régionale, c'est un terrain où tu es obligé d'aller. Surtout que le Qatar, c'est un petit peu le pays leader en termes de soft power sportif. Oui, bien sûr. Donc en fait, ils peuvent pas, ce que tu nous expliques, ils peuvent pas passer à côté d'une telle opportunité, parce que on a un des clubs les plus puissants au monde, de Première Ligue, là où sont des acteurs, s'ils y sont, tu te dois d'y être aussi, quand tu évoques les autres les propriétaires des autres clubs. Et donc, du coup, maintenant on va en venir au lien avec le Paris Saint-Germain. Parce que ça aussi, j'ai été assez prudent sur les conclusions, tu sais, à tirer d'une éventuelle corrélation entre, imaginons que le Manchester United passe sous pavillon qatari.
Est-ce qu'il y a forcément je sais pas, un jeu de vase communicant avec le Paris Saint-Germain, c'est-à-dire plus d'intérêt il y aura sur Manchester United, moins il y en aurait sur le Paris Saint-Germain. C'est vrai que moi, ce qui me paraît, nous, en réaction avec quelques supporters, ça paraissait curieux parce qu'on voit à quel point ça a été un succès tout de même pour les Qataris, l'achat du PSG. À plein de niveaux et en plus ils ont fait encore des investissements récents. On a vu leur positionnement par rapport au stade le Parc des Princes, ils voulaient en devenir propriétaires, tous les investissements qu'ils viennent de faire sur le centre d'entraînement. Donc voilà, toi qu'est-ce que tu peux nous apporter quelques informations sur ce sujet là, les éventuelles corrélations, liens, conséquences qu'il pourrait y avoir sur le PSG? Bah, là-dessus, effectivement, comme tu l'as rappelé, faut être prudent, effectivement, parce que déjà, faut que l'offre, en tout cas, du Qatar remporte la mise, parce qu'on ne l'a pas évoqué, mais il y a une autre offre, en tout cas, officielle qui a été déposée, c'est celle de Jim Ratcliffe, d'Ineos, président d'Ineos et président de l'OGC Nice. Donc, il y a ces questions aussi de multipropriété de club qui se posera, même si l'OGC Nice, ils sont pas qualifiés régulièrement en Ligue des Champions. Et donc, après, il faudra la remporter, cette offre, sachant que Jim Ratcliffe, son offre, qui est un petit peu différente parce que je crois qu'elle n'est pas, comment dire, c'est pas des fonds propres, ça mise aussi un petit peu sur la dette. Après, lui, bah, c'est quand même, il est quand même britannique, il est originaire de Manchester, donc ça peut aussi peut-être peser, en tout cas, dans les décisions de la première ligue. Après, pour les liens avec le PSG, je pense que bah là, le Qatar, effectivement, vu maintenant le gros dossier de la Coupe du Monde est passé, ils ont largement les fonds, en tout cas, pour finalement, comment dire, financer 2 top clubs européens. Après, on sait qu'effectivement, pour le cas du PSG, donc il y avait des suspicions que le Qatar allait lâcher le PSG en 2019, même si après, finalement, ils se sont rendus compte que bah, c'était quand même une très bonne vitrine sportive et qu'ils pouvaient l'utiliser en tout cas à leur avantage avant la Coupe du Monde, notamment en réunissant 3 stars aussi dans ce véhicule du soft power sportif qatari avec Messi, Mbappé et Neymar. Mais là-dessus, on sait que en novembre dernier, Nasser a rappelé en tout cas que QSI n'allait pas quitter le PSG, mais en tout cas, vu que le club est déficitaire et perd de l'argent, notamment du fait des contrats de Messi, Neymar, mais aussi du contrat de Mbappé qui a été prolongé, il y avait une concurrence vis-à-vis du Real Madrid. Il cherche en tout cas à ouvrir le capital, 10 à 15% du capital du PSG, pour attirer d'autres fonds et faire en sorte que le club soit moins déficitaire qu'actuellement et que ce soit pas toujours le Qatar qui renfloue en tout cas les caisses. Donc il n'y aura pas un désengagement, mais en tout cas, il y a une recherche pour le PSG de partenaires, d'autres partenaires pour faire en sorte que le club puisse continuer son train de vie et être un candidat crédible pour remporter la Ligue des Champions. Donc là-dessus, faut rester prudent, mais je ne pense pas que dans un premier temps, sur le court terme, il n'y aura pas d'une baisse d'investissement, en tout cas du Qatar, même si Nasser avait déjà évoqué avant cette idée de rachat de Manchester United qu'il y allait avoir une ouverture vers d'autres fonds. Mais là, c'est plus par rapport à la situation du PSG, qui est un club déficitaire et que s'il veut attirer les plus grandes stars, eh bien, il va falloir qu'ils trouvent d'autres fonds en tout cas pour limiter cette perte de revenus. Ok. Et alors, justement, avant de vous faire la passe D, les poteaux, préparez vos questions si vous en avez dans le chat. Est-ce qu'on en sait un peu plus aussi sur je me demandais le contenu de l'offre. Alors certes, il y a l'aspect financier bien sûr, mais c'est toujours pareil. Mais par exemple, quand tu réponds à un appel d'offres, faut te distinguer vis-à-vis de la concurrence. On va revenir un peu plus en détail d'ailleurs sur celle d'Ineos, mais là ils vont à Manchester. Or à Manchester, il y a déjà le club des Citizens avec Abu Dhabi qui a fait énormément de choses pour la ville. On sait que, notamment avec le Paris Saint-Germain, il y avait d'autres dimensions. Il y a eu tous les investissements qataris dans la ville de Paris, dans certains bâtiments, enfin beaucoup d'investissements dans l'immobilier de luxe notamment, avec beaucoup d'invest dans les rénovations, ce genre de choses. Là, est-ce qu'on sait s'ils essayent de rendre leur offre attractive avec un quelconque argument, tu vois, autre que sportif ou financier, justement, pour essayer de convaincre versus une offre britannique qui, on l'a compris, pourrait avoir tout de suite un autre attrait. Là, pour l'instant, moi, j'ai pas, même dans la presse britannique, j'ai pas vu encore d'éléments, en tout cas, pour détailler l'offre. Okay. On peut juste s'en fier, par exemple, au communiqué, en tout cas, d'annonce officielle de l'offre. Et là-dessus, c'est vrai que les deux communiqués sont un petit peu similaires, même si au niveau d'Ineos et de Jim Ratcliffe, il met quand même beaucoup l'accent effectivement sur cette question que l'offre, c'est pas juste pour acheter Manchester United, mais c'est pour recréer un lien avec les supporters et la ville et faire en sorte que la ville soit grandie un petit peu, ce qu'a fait Manchester City aussi,
comment dire, le City Football Group avec Manchester City et aussi Mhm. aux alentours. Mais là-dessus, ouais, c'est aussi là que Jim Ratcliffe, son offre essaye de se différencier. C'est vraiment ce côté faire en sorte voilà que Manchester une ville sans le football on connaîtrait pas ce serait une ville plutôt lambda d'Angleterre. C'est là-dessus voilà, de faire en sorte que le football puisse effectivement permettre à toute une ville et surtout s'il y a deux clubs de cette acablie de faire mieux ce qu'ont pu faire en tout cas les Glazers et de faire en sorte que ça puisse bénéficier à tout le monde et surtout aux alentours pour pas que ce club soit véritablement déconnecté de la ville et aussi des supporters. C'est ce qui avait notamment, en tout cas pour Manchester United, c'est ce qui avait entraîné D'accord. la création du United of Manchester dans les années 2000. Je crois que c'est à l'époque où les Glazers avaient pris le club, Ouais, ils c'est les ont ça. pris en 2005. Et Exactement. donc il y avait eu un club parallèle qui s'était créé, notamment pour retrouver un petit peu ce côté populaire, ou en tout cas ce côté Ouais, reconnexion avec la ville. Mais l'identité après, jaune et verte, même en termes de ouais, couleur. Ouais. c'est ça. Mais après, effectivement, l'offre, comment dire, le communiqué de l'offre du Qatar par Jassim Bin Hamad Al Thani, elle veut aussi, voilà, elle met ça aussi en avant avec ce côté, voilà, à la fois sportif, à la fois investissement dans la ville. Et là-dessus, en tout cas, le père de Jassim Bin Hamad, dont tu as parlé tout à l'heure, HBJ, Mhm. il a fait aussi beaucoup d'investissements à Londres. Et puis, on a vu aussi l'exemple tu parlais effectivement de l'exemple du PSG. On sait que le Qatar sait aussi très bien le faire. Donc, ça reste à voir. Et là-dessus, sur ce dossier-là, c'est vrai que Jim Ratcliffe a l'avantage, en tout cas, d'être une offre, on va dire, plutôt locale. Mais là-dessus, je pense que ça va toujours être l'aspect financier qui va primer. Surtout s'il y a une grosse différence en termes d'offres et surtout si l'offre qatari, les fonds en tout cas, sont pas issus d'une dette, quoi. D'accord. Ok, ouais. En effet, je comprends. Alors, je regarde un peu du côté du chat si ça a des questions avant de t'en poser davantage. Je check. Alors, Fab demandait si c'est un passe à Braga. Pas de corrélation avec le PSG comme un joueur a été vendu à l'OM, il me semble. Ah oui, Fab qui nous signalait, tu sais, on avait vu le transfert de Vitinha de Braga à Marseille et Oui. qui parlait de la corrélation qu'il pourrait y avoir avec le PSG parce que QSI a des parts Mhm. chez Braga. Donc c'est vrai que pour évoquer les différentes connexions qu'il y a déjà parfois entre certains clubs. Je continue de vous lire, qu'on fasse le point. Oui, il y en a qui évoquaient au tout début, tu sais, on parlait d'une guerre aussi peut-être d'ego, tu sais, entre frères. Parce que t'en as un qui a pris le pouvoir à l'autre au Qatar. Moi, j'avais vu une question, je sais pas si c'est la même que tu as lu, de Gentil Bavard, qui parlait du lien entre Tamim et Jassim Ah Al oui, il y a Thani. celle-ci, ouais, voilà, par exemple. Mais non, Alors, là, pour faire un bref récapitulatif, euh, ce qui se passe, c'est qu'en gros, effectivement, donc, celui qui fait l'offre, c'est Jassim Bin Hamad Al Thani. Et donc, l'émir du Qatar actuel, c'est Tamim Bin Hamad Al Thani. Ils ont le même nom, mais mhm. c'est pas forcément la même branche dans la famille Al Thani. D'accord, oui. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Qatar, donc, là, ils sont 300 000 ressortissants nationaux parmi les 2,8 millions d'habitants. Mhm. Et que parmi ces 3 000 ressortissants nationaux, tu as beaucoup de familles. Mais par exemple, les Al Thani, c'est la famille qui a fondé le Qatar, en tout cas au 19e siècle. Ok. Mais aujourd'hui, ils sont plus de 20 000. Et dans cette Ah, d'accord. famille-là, en tout cas, eh bien, il y a différentes branches. Et l'émir, en tout cas, du Qatar, n'est pas de la même branche que Jassim Bin Hamad Al Thani. Donc, ils sont pas de connexion, en tout cas, directe. Et même Jassim Bin Hamad Al Thani, il n'a pas comment dire, de rôle spécifique au sein de l'organigramme étatique du Qatar. Alors qu'en général, quand tu es proche de l'émir et de la famille de l'émir de cette branche-là, tu as des responsabilités qui sont plus importantes. Alors que lui, c'est un parfait inconnu. Il y a plus son père qu'on connaît, comme j'ai évoqué, qui Oui, était a été euh, ministre. ouais, qui a été Premier ministre, qui a été ministre des Affaires étrangères. Et c'est véritablement voilà, lui qui a été aussi l'une des têtes pensantes du Qatar moderne, du début de ces investissements-là. Et après, pour cette question effectivement de pouvoir, comment dire, Tamim, donc son père, c'était Ahmad Al Thani. Et Ahmad Al Thani, c'était lui qui était en lien avec HBJ à l'époque en 95. Notamment, ils ont fait un coup d'État pour prendre le pouvoir. Et après, ils ont mis en place cette politique d'investissement par le sport, mais aussi dans les médias avec la création de la chaîne Al Jazeera. Et Ahmad Al Thani, après, il a laissé la place à son fils Tamim Al Thani Mhm. en 2013. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Tamim Al Thani, au niveau des investissements sportifs, il partait pas forcément de rien parce que, comme je l'ai dit, il était dans les discussions pour le rachat du PSG. Et c'était aussi lui qui pilotait le dossier de candidature de la Coupe du Monde pour l'obtention en 2022 qu'ils ont eu en 2010. Ouais, d'accord. Donc Tamim Al Thani, il est quand même très au fait
aussi de l'importance des investissements sportifs que ça peut apporter au Qatar. Et d'ailleurs, durant un temps, je crois que quand c'est sorti, en tout cas cette offre autour de Manchester United, c'est le Guardian qui disait que en fait, celui qui voulait racheter Manchester United, c'était Tamim lui-même qui voulait le racheter. Donc peut-être qu'il veut le racheter lui-même, mais en tout cas, il ne peut pas s'afficher publiquement comme ça du fait des liens avec que ça pourrait générer, notamment avec le PSG et toutes les questions qu'on a évoquées tout à l'heure. Oui, parce que c'est vrai qu'à un moment, alors, comme tu le dis, on le disait en tout début, faut être très prudent, parce qu'il y a il y a eu parfois des informations qui sont sorties ou qui ont été colportées, qui se sont avérées erronées, comme tu nous l'expliquais. Parmi les autres informations, justement, où tu sentais de la confusion, c'est sur ne serait-ce la famille Altamine. Et donc, du coup, parce que on entendait notamment que le propriétaire du Paris Saint-Germain, donc qui est la personne qu'on a vu par exemple remettre l'habit traditionnel à Messi lors de la victoire en Coupe du Monde, que initialement il aurait été intéressé par acheter un club en Première Ligue, mais que comme il n'y avait pas d'opportunité, ils sont finalement allés sur le PSG, et que donc c'était lui qui était derrière en fait ce projet de cette offre de rachat pour Manchester. Après, comme autre information, on a expliqué que c'était en fait un frère dans la famille, mais tu nous expliques que c'est pas la même branche. Oui, Voilà. c'est ça. Donc mais par contre, donc en termes de je veux dire, en termes de pouvoir financier, on est kiff kiff quoi. On est Ah oui, on est. Non, mais de toute façon, après, même si effectivement, c'est pas la même branche, enfin, du fait que Jassim Bin Hamad Al Thani soit le fils de HBJ et qu'il avait comme il a des connexions avec le pouvoir, Jassim Bin Hamad Al Thani, c'est un peu un homme de paille de cette offre. Hein. D'accord, ok. C'est finalement, voilà, c'est que ils ont mis une figure en avant pour que on puisse en tout cas identifier l'offre, même si et du coup, ce qui est plutôt pratique pour eux, c'est que Jassim Bin Hamad Al Thani, c'est une figure qu'on ne connaît pas, qui est peu médiatique Mhm. et qui peut en tout cas avancer le fait que, vu qu'on ne le connaît pas, il peut avancer des fonds privés. Et ça permet d'avoir un véhicule financier pour en tout cas englober en tout cas toute cette offre autour des fonds privés. Mais après, faut pas se leurrer. Enfin, si le Qatar veut, enfin, si des fonds qataris veulent racheter Manchester United au prix où c'est, du fait de tout le précédent qu'on a évoqué pour le Qatar et ses investissements sportifs, il y a forcément, un lien avec l'État du Qatar derrière. D'accord, ouais. Ouais, je comprends. Et alors, du coup, que je check un petit peu. Si tu vois une question dans le chat, tu m'as dit que tu le Il y voyais. N'hésite a... Moi, pas à la... moi, c'est juste Pignouf là, qui dit que j'arrive pas à comprendre frère et pas la même branche. Mais non, mais en fait, là, c'est que finalement, dans ce qu'on a évoqué tout à l'heure, où là où il y avait une confusion, en tout cas au niveau de l'offre, c'est que Tamim Al Thani, qui est l'émir du Qatar, il a un frère qui s'appelle Jassim Bin Hamad Al Thani, comme celui qui fait l'offre, en fait. Ouais, Mais sauf qu'en fait, c'est pas les mêmes. C'est pour ça qu'il c'est il pas y la a même. pu C'est pour avoir ça une qu'il y a eu cette confusion. confusion. Donc, au Ouais. départ, on parlait de frères, avec certains qui pensaient que c'était juste un concours de quéquettes, pour faire simple, alors qu'en fait, c'est juste un homonyme. Ouais, ça, c'est un homonyme. Et celui-là qui fait l'offre, en fait, du fait, comme on a évoqué, du fait que son père, c'est quand même très impliqué au niveau du Qatar et qu'une offre à 4,5 milliards, tu peux pas enfin, au niveau du Qatar, du fait de l'organisation sportive, tu peux pas la faire comme ça. Il y a forcément un lien et que ce Jassim Bin Hamad Al Thani, il n'a pas de lien direct, en tout cas, avec l'émir, même s'il a le même nom, mais ça, on a évoqué ça tout à l'heure au niveau des branches et du fait que les Al Thani sont plus de 20 000. Mhm. Et donc, finalement, voilà, voilà, c'est un homme, voilà, c'est un homme de paille pour cette offre. Quoi. Bien sûr. Et alors, si on devait évoquer un peu plus peut-être la candidature, parce que il y en a que deux, vu on évoque uniquement dans la presse que ça a été officialisé. Il y a que celle dont on a parlé là, émanant du Qatar, et celle, une offre dite britannique, parce que c'est le groupe Ineos, avec le Jim Radcliffe, donc qui est l'homme qui est le Britannique le plus riche, non, du pays. Ouais, c'est C'est ça. ça. Et donc il y a bien que ces deux offres. Ouais, c'est ça. Après, le fait est que si on fait un peu comment dire, l'historique, les Glazers, ils ont signifié leur intention de vendre Manchester United, enfin, en tout cas de chercher, comment dire, ouais, enfin leur déclaration, mais en gros, c'était alambiqué, mais en gros, ça voulait dire qu'ils voulaient vendre le club en novembre dernier. Et Ouais. après, ils ont chargé une banque d'affaires, Rain Group, donc qui était déjà en charge de la vente de Chelsea. De vendre, enfin de chercher en tout cas de s'occuper de cette offre et de chercher des repreneurs. Et donc là, en fait, ça s'est accéléré la semaine dernière parce que
cette banque d'affaires-là avait fixé une date limite, mais souple, donc c'est pas définitif, c'est pas D'accord. totalement fermé pour d'autres offres, Ok. au Ah, je vendredi sais 17 pas ça. février. Donc là, à cette date-là, l'offre Qatari a été déposée le vendredi. Le samedi, du coup, c'est pour ça que c'est cette offre de date limite souple, enfin cette date limite, le mot souple est quand même important. Mhm. Ineos a déposé samedi, et après, selon la presse britannique, il y a des suspicions de fonds saoudiens, américains, mais là-dessus, c'est un peu comme sur les autres dossiers de rachat. Je pense notamment à des dossiers comme celui qui fait beaucoup parler à chaque fois, l'éventuel rachat de l'OM. Il faut toujours être prudent tant qu'il n'y a pas en tout cas de déclaration d'intention et surtout d'offres fermes. Ça reste toujours des suspicions. Et puis dès qu'on parle du Qatar, on a toujours envie de voir un fonds saoudien qui émerge. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'offre ferme à part ces deux offres-là. Il n'y a pas d'autres déclarations d'intention à part ces deux offres-là. Ok, je comprends mieux. Merci beaucoup. Et alors, sur l'offre d'Ineos, là, tu pourrais dire qu'on a vu les conséquences, on a évoqué les conséquences qu'il pourrait y avoir ou les collisions qu'il pourrait y avoir entre l'offre Qatari et le Paris Saint-Germain. Ineos et Nice. Du coup, enfin, pour l'œuvre d'Ineos, c'est et pour les Niçois, alors tu disais quand même, c'est pas exactement pareil parce que même si Nice a expliqué qu'ils auraient pour ambition de se qualifier systématiquement pour la Ligue des Champions, c'est pas le même poids d'importance que Paris Saint-Germain versus United, mais ils doivent trouver eux aussi une astuce réglementaire pour que ça puisse matcher avec l'UEFA. Ouais, c'est ça. Et puis en plus, là, pour le coup, là, c'est clairement le même. Enfin, clairement la même société qui sera propriétaire, puisque là, c'est Ineos qui est propriétaire de l'OGC Nice et, enfin, voilà, et Ineos qui sera peut-être propriétaire de Manchester United. Après, effectivement, je pense que il y aura peut-être quelque chose qui pourrait être trouvé pour convaincre en tout cas l'UEFA. Peut-être que ce sera pas Ineos qui sera propriétaire de l'OGC Nice, mais une société filiale ou quelque chose comme ça. On l'a vu en tout cas qu'avec le cas Red Bull, c'était possible d'essayer de contraindre l'UEFA sur ce dossier-là. Mais après, l'UEFA fait quand même gaffe là-dessus parce que dans pas mal de déclarations qu'ils font, ils disent que ils prennent en considération en tout cas cette question de projet de ligue fermée, mais aussi la question de la multipropriété de clubs. Est-ce que ça peut avoir pour conséquence en tout cas en termes de compétitivité de leur compétition et du fait qu'effectivement, du prestige aussi d'une compétition comme la Ligue des Champions, si tu commences à avoir des clubs qui s'affrontent entre eux mais qui a le même propriétaire, tu peux toujours avoir des suspicions de matchs arrangés où ça perd en tout Ah cas bah en carrément. compétitivité. Et donc, du coup, en tout cas, voilà, ce qui fait l'essence même d'une compétition sportive, c'est quand même cette compétitivité et le fait que tout le monde a les mêmes. En tout cas, quand il y a deux équipes qui rentrent sur le terrain, tout le monde a la même chance au départ. Si il y a des collisions d'intérêts, ça peut poser plus de difficultés. Mais c'est vrai que pour les Niçois, effectivement, les supporters niçois, là, c'est vrai que je ne sais pas si les investissements seront moins importants au niveau de l'OGC Nice, mais en tout cas, c'est sûr que s'ils ont Manchester United, et surtout avec Radcliffe et Ineos qui sont finalement britanniques, ils vont en tout cas mettre le paquet plus sur Manchester United et donc Nice sera peut-être, et là je mets encore on est encore en termes de supposition, Ouais. mais ce sera un club finalement plutôt filiale de Manchester United. Et puis en plus on voit que le Ouais. projet à Nice il y avait beaucoup d'ambition et on voit que ça prend quand même un peu plus de temps que prévu. Ils sont encore loin de se qualifier pour la Ligue des Champions. Exact. Mais en tout cas, voilà, ils ont un pied en France avec l'OGC Nice. Et on sait qu'il y a beaucoup d'investisseurs étrangers qui rachètent des parts ou qui sont propriétaires de clubs en France parce que c'est en tout cas le terreau où tu as le bassin de joueurs qui peuvent le plus en tout cas être explosés, avoir des valeurs marchandes importantes. Et puis, faut pas oublier que derrière les joueurs brésiliens, c'est les joueurs français qui sont le plus Ouais, exact. exportés dans le monde. Tout à fait. Ouais. Et surtout surtout ce qui est surtout mis en avant, c'est que en fait, les joueurs français parfois partent tôt de leur club, mais ils arrivent très bien à s'adapter dans d'autres championnats. Et enfin, on peut le voir en tout cas, notamment en Bundesliga, que parfois l'acclimatation se passe plutôt très bien, alors que c'est plus compliqué peut-être pour d'autres profils de joueurs. Je sais pas, notamment on peut, même si l'exemple Bellingham peut peut-être Oui, mais sinon les Anglais ne sont pas connus pour les Anglais s'exporter ou les ou même Espagnols les ou voilà, Italiens. ça veut. Ouais. Alors que les Français, c'est vrai que ça s'adapte plutôt bien en général dans les clubs. Ouais, tout à fait, ouais. Alors, je vois des questions. Il y a Ibrahim Self qui a follow la chaîne. Merci, bienvenue à toi, Ibra, c'est sympa de soutenir. Tu demandes, toi, est-ce qu'il demande ce qu'il t'a des connaissances du cahier des charges pour le rachat d'un club, c'est-à-dire qu'est-ce que les instances checkent dans les grandes lignes. Alors, tu parlais par exemple de l'origine des fonds. Est-ce que c'est des fonds. Alors, bon, là, on parle de fonds souverains si on parle du Qatar plutôt que fonds propres, si je crois bien. Mais c'est aussi si ça provient d'une dette ou non.
Est-ce qu'il y a tu t'as Ouais, évoqué ça. brièvement cet aspect-là tout à l'heure déjà? Oui, bah en plus pour être supporter des Girondins de Bordeaux, un club racheté sur de la dette, je connais un peu et ce que ça peut avoir comme conséquence pour le club. Ouais. Euh, Petite dédicace à Gérard Lopez. Mais ouais, là-dessus, ils vont regarder ça effectivement parce que ce qu'ils veulent, voilà, c'est quand même pas que ceux qui rachètent le club, même si ça reste quand même Ineos, et même si c'est pas des fonds propres, ça reste quand même un gros groupe. Ils veulent quand même une solidité derrière pour racheter une institution comme Manchester United. Et après, aussi, ce qui a été regardé et ce qui a été demandé au niveau du cahier des charges, on peut prendre l'exemple de Newcastle, c'est que, en tout cas, entre comment dire, les propriétaires du fonds d'investissement saoudien et l'État d'Arabie Saoudite, qu'il y ait une décorrélation, en tout cas au niveau des liens, que en tout cas l'aspect étatique ne rentre pas dans tout ce qui est structuration de Newcastle, qu'en gros, Newcastle ne soit pas le club satellite véritablement de l'Arabie Saoudite. C'est ce qui a été demandé, en tout cas, dans le cahier des charges. D'accord. Après, dans les faits, on verra ça par la suite, même si pour l'instant, on n'a pas trop vu la patte Arabie Saoudite dans le club de Newcastle. Mais là-dessus, c'est aussi ce qui demande, en gros, que la Première Ligue préserve un petit peu son âme et que les clubs gardent ce côté institution et que ce ne soit pas des clubs finalement satellites d'État ou d'intérêt privé. C'est ce qui va être aussi regardé, quoi. Ok, je comprends. Alors, merci, comme ça on a déjà ça comme complément. Ensuite, il y a Le Ghoul qui demandait question Ineos, propriétaire de Nice et United, finit troisième de poule en Ligue des Champions et Nice qualifié en Europa. Ça se passe comment? Ça, S'il pouvait y avoir une c'est une bonne confrontation directe question. du coup entre les deux clubs, c'est ça? À confrontation directe, ouais, après, je sais, ouais, effectivement, en tout cas, oui, la question se poserait. Après, C'est pour ça que je pour certains crois ça tue le que. foot. C'est sûr si t'as une confrontation directe parce que t'évoquais ça comme collision. Sinon je pensais à un truc moi, c'est surtout par exemple sur Manchester et Paris, on pourrait se dire tiens si au final ce sont les mêmes personnes derrière, imagine sur le marché des transferts, tu peux biaiser le truc. Parce que Ouais, tu te mets d'accord pour qu'un club je sais pas, ne propose que tel montant par exemple. Tu dis tiens bah celui-ci je te le laisse, l'autre tira dessus. Enfin c'est comme si tu avais deux joueurs de poker à la table qui se partageaient l'information sur leur jeu. Forcément ouais, ça... c'est ça, mais t'as déjà un peu le cas, alors j'ai plus le nom, je vais essayer de le retrouver pendant que je te parle, mais t'as déjà un peu le cas avec Troyes qui a été racheté par le City Football Group et Manchester City, Mhm. parce que Troyes, ils ont acheté un Brésilien. Ouais. Mais ils ont acheté un joueur que 3 aurait jamais pu s'acheter, mais c'est grâce au fonds du City Football Group. Et après, il a été directement prêté au PSV, je crois. C'est Savigno, voilà. Et je pense que ce joueur, il va jamais jouer à l'Estac, quoi. Donc c'est Mm. juste en fait parce que après, je crois que c'était aussi une question de au niveau, voilà, du fair play financier. Enfin voilà, ils sont plutôt passés par trois. Et donc voilà, cette question de Savigno, en tout cas, ça pose déjà la question de Ah ouais, des dérives. comment dire Mm. des dérives au niveau du marché des transferts. Et je pense pas que parce qu'il a été acheté par l'Estac, je crois plus de 15 millions. Il a été directement prêté au PSV et en fait, ouais, je pense que le projet avec ce type de joueur-là, c'était plus effectivement de le prêter à un autre club tant qu'il s'adapte, en tout cas, surtout pour des joueurs d'Amérique du Sud qui s'adaptent en tout cas au championnat européen et qu'après, peut-être, ils jouent à Manchester City. Mais ouais, cette question se pose. Et après, pour la question ouais, de Le Goût de 78 sur s'il y a une confrontation directe, Mhm. la question se pose aussi, même si, bon, après, effectivement, on a dit que Red Bull avait réussi à convaincre l'UEFA que Leipzig et Salzbourg étaient pas du même propriétaire. Ouais. Mais ils ont fait déjà des matchs l'un contre l'autre, notamment, je crois, en Europa League ou même en Champions League. Et ça n'avait pas forcément posé de problème. Là, la question se posera aussi, effectivement. Mais ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est que dans 2 ans, tu as une réforme de Ligue des Champions. Et je crois, enfin si j'en crois mon expérience football manager, je Mhm. crois que avec le nouveau système de Ligue des Champions qui va être mis en place, les équipes qui termineront derrière de ce dernière ou en tout cas qui seront les moins mauvais de la Ligue des Champions, ils ne seront pas reversés en Europa League. Donc la question se posera peut-être que l'an prochain si Manchester United est en tout cas comment dire, racheté par Ineos parce que Nice, enfin pour l'instant, je les vois pas accrocher une Ligue des Champions sur le court terme. Ouais, oui, je t'es pas le seul.
Et alors, tiens, il y avait, je sais pas si ça, s'il y en a qui se demandaient si, je vois, il y en a un qui nous parlait un peu de l'Arabie Saoudite et c'est le fameux hashtag vente OM. Ouais. Si, ça, toi, parce que tu sais, ça devient une chimère maintenant, quoi. Ça fait. Ah oui, mais c'est sûr. Mais moi, dès qu'il y a dès qu'il y a un peu d'hashtag VentoM, j'ai toujours deux, trois gars sur Twitter qui me disent alors, qu'est-ce que tu sais, qu'est-ce que tu sais? Je fais Ouais. je ne sais pas plus que vous. Et puis en plus, ils ont l'impression que je suis journaliste ou que je suis dans les arcanes, enfin dans les coulisses, etc. pour savoir. Mais en fait, euh, parfois, enfin, parfois je peux avoir peut-être des infos en avance, mais sur ce dossier-là, moi, vu que je suis totalement décoré du truc, en général, je me base plus sur des articles et après, je recoupe les sources pour essayer que ce soit véridique. Mais s'il y a Mm. pas s'il y a rien, s'il y a que des suspicions, effectivement, et on sait ce que ça peut générer en tout cas comme passion pour les supporters de l'OM. Enfin, j'ai pas envie aussi de leur manquer de respect et je sors des infos que quand je les ai, quoi. Mais c'est vrai que c'est vraiment un serpent de mer parce que à chaque fois que il y a une bribe que peut-être Marc McCourt va vendre le club ou qu'il y a peut-être quelqu'un qui est intéressé, et avec le cas Ajroudi qui avait Oui. donc cet homme d'affaires, je crois, qui était tunisien, qui s'est dit oui, avec des fonds du Moyen-Orient, je vais racheter tout ça. Et finalement, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas grand-chose derrière et que ces fonds du Moyen-Orient, ça générait aussi beaucoup de passion parce que on sait que pour les investissements sportifs, là où tu as le plus d'argent et où tu as le plus d'intérêt, c'est effectivement au Moyen-Orient, mais après, il faut voir d'où proviennent les fonds. Mais Oui. tant que si tu n'as pas d'offre ferme, faut pas trop jouer avec la passion des supporters, surtout pour des supporters passionnés comme ceux de l'Olympique de Marseille, quoi. Ouais, je te rejoins complètement là-dessus, ouais. Et du coup, aussi, donc ça permet de passer un peu sur l'Arabie Saoudite. On les a vus, donc, parce qu'il nous reste quelques minutes, on les a vus récemment revenir beaucoup sur le devant de la scène. Parce que donc on a expliqué déjà que ça avait été assez bien. Ils avaient tiré les enseignements de ce mondial au Qatar, voyant que par exemple en étant candidat seul, tu pouvais t'attirer un peu trop la lumière sur toi et on avait énormément parlé d'extra sportifs avant le mondial. Donc du coup, ça les encourageait déjà à faire une candidature commune. Euh, Ensuite, il y a eu ce transfert retentissant parce qu'il concerne le mec le plus suivi au monde, c'est Cristiano Ronaldo. Après, il y a eu l'organisation de compétitions de championnats majeurs avec les supercoupes donc d'Italie et d'Espagne. Et on explique que bon, que ça ne va pas s'arrêter là. Qu'est-ce que tu peux nous en dire du coup du positionnement maintenant de l'Arabie Saoudite et avec le sport de plus haut niveau, de très haut niveau? Qu'est-ce qui est en train de se produire en fait et vers quoi on se dirige? En tout cas, on a vu effectivement que depuis la fin du blocus que l'Arabie Saoudite avait mis vis-à-vis du Qatar en 2017, il s'est terminé en 2021. Et après, avec le rachat de Newcastle, l'Arabie Saoudite accélère de plus en plus dans ses investissements sportifs. Donc au début, ils se sont fait la main avec quelques compétitions qui s'avaient organisées sur leur territoire, comme le Rallye Dakar, il y a aussi le Saudi Tour. Aussi, tu parlais de Supercoupe d'Espagne et d'Italie. Là, la dernière Supercoupe d'Espagne avait aussi lieu en Arabie Saoudite. Moi aussi, j'avais été surpris d'ailleurs parce que je me souviens que j'avais vu des matchs sur l'équipe 21 et je voyais un match entre Valence et Barcelone, quoi. Et je me dis, mais c'est quoi ce match? Et je regarde le stade, je connais pas ce stade. Ou alors c'est peut-être Betis Barcelone. Et je me dis, ça ressemble pas à Séville. Et effectivement, cette Supercoupe était encore organisée en Arabie Saoudite. Exact. Et il y a le Et mondial des après, clubs que j'oublie aussi, tiens. oui, mais Mm. là, en plus, effectivement, il y a peu, ils ont récupéré aussi l'organisation du mondial des clubs pour la fin d'année prochaine. Parce qu'à la base, ça devait être organisé en Chine, mais du fait de la Covid-19, eh bien, c'est l'Arabie Saoudite qui a remporté la mise. Et on voit que ils sont de plus en plus offensifs, en tout cas, pour organiser des grandes compétitions sportives. Celle qui avait fait aussi beaucoup parler, c'était en automne dernier, ils ont tenu l'organisation des Jeux d'hiver asiatiques. Mhm. Oui. Euh, Regarde. et donc là-dessus, ça posait aussi pas mal de questions parce que le site qui voulait mettre en tout cas, là où ils projetaient, c'était le site là où ils veulent construire leur cité du futur, Neom, et où il n'y a pas du tout de neige, quoi. Et donc on sait déjà qu'il y avait eu ces débats-là avec les Jeux Olympiques d'hiver en Chine. Et il y a aussi cette question-là qui se pose, même en France, hein, parce qu'il y a la question des sécheresses hivernales et qu'il y a pas mal de stations de ski qui ont déjà plus de neige et que aussi les pays européens veulent pas forcément organiser des Jeux Olympiques d'hiver parce que ça génère beaucoup d'impact, d'impact humain sur une zone qui est déjà climatiquement en difficulté. Et là-dessus, eux, ils continuent en tout cas à investir. Et leur prochain objectif, en tout cas, c'est effectivement cette fameuse
Coupe du Monde 2030 avec une offre combinée avec peut-être, c'est pas encore déposé officiellement, même s'il y a des intentions, avec la Grèce et l'Égypte. Une candidature qui pourrait avoir du sens sur le papier parce que ce serait une candidature sur 3 continents. Ce côté un petit peu, comment dire, lien entre le Golfe, la Méditerranée, ça pourrait sur le papier être quelque chose, tu vois, qui a du sens, essayer de faire en sorte que le football reconnecte des continents effectivement qui dépassent aussi ces clivages-là. Ouais, bien Mais le sûr. truc, c'est que derrière, c'est porté par l'Arabie Saoudite qui n'a pas du tout ces objectifs-là, quoi. Donc, ce côté, effectivement, ce côté qu'on pourrait voir effectivement, ce côté le football qui rassemble les peuples, enfin, faudra pas se leurrer, ce sera effectivement que sur l'aspect économique et sur un aspect de jeu d'influence que ça se jouera. Mais effectivement, la question qui se pose, notamment avec les questions, surtout notamment vis-à-vis du public européen, ces questions de droits de l'homme, de sport washing, donc finalement laver l'image de l'État grâce au sport qui a des valeurs plus positives, ça prend en tout cas de plus en plus d'importance, même si l'exemple de la Coupe du Monde au Qatar a montré que c'était quand même surtout défendu par le public européen et beaucoup moins au niveau et nord-américain aussi et un peu moins au niveau du reste du monde. Oui, carrément. Ouais. Mais là-dessus, ouais, ils feront un peu plus attention, je pense, pour les offres et enfin en tout cas pour leur dossier de candidature. C'est pour ça que la Coupe du Monde, ils le font en tout cas en co-organisation. Et après, leur prochain objectif aussi sera, je pense que le prochain dossier sur lequel Arabie Saoudite et Qatar vont être concurrents, vu que là, l'Arabie Saoudite a pas rattrapé son retard par rapport au Qatar en termes d'investissement sportif, mais ils sont quand même, comment dire, bien offensifs. Ça va être les Jeux Olympiques. Ah ouais, d'accord. Ok, ouais. Et donc, il y a Lab qui dit, je pense que les grands événements comme les JO sont voués à changer en profondeur, sinon ils disparaîtront. C'est vrai que quand on voit la course aussi, tu sais, dans l'évolution budgétaire effrénée, parce que ça d'ailleurs tu en parles très bien dans ton dernier bouquin, avec le budget, c'était quoi? C'était plus de 200 milliards la Coupe du Monde 2022. Ouais, après ces 200 milliards, on sait beaucoup comparé à d'autres budgets qui en général étaient plus autour de, même pour après, c'est toujours compliqué à chiffrer parce que souvent, tu as un peu comme pour les JO de Paris, tu as un budget qui est annoncé Oui. et après, ça te dépasse le budget. Et donc, celle pour France 98, je crois que c'était 1 à 2 milliards. Et après, en général, tu étais plus autour de ces alentours-là. Afrique du Sud, c'était un peu plus important parce qu'il y avait aussi tout à construire. Mais à partir de la Coupe du Monde, en tout cas au Brésil en 2014, on était autour des 10 milliards. Russie, ça a été entre 10 et 20 milliards. Là, on est à 200 milliards, mais derrière ces 200 milliards-là, comme j'explique dans le bouquin, c'est effectivement, il n'y avait pas que la Coupe du Monde. Ils ont véritablement ils se sont servis de cette Coupe du Monde pour finalement transformer le Qatar, transformer ce territoire désertique en un territoire qui peut en tout cas accueillir des touristes et faire en sorte que il fait bon vivre dans une zone désertique, même si et où il fait où tu peux quasiment pas sortir quand il y a les températures les plus chaudes là-bas. Mais en tout cas, voilà, ils essayent de transformer le territoire pour le rendre en tout cas plus attractif et faire en sorte de diversifier leur économie et que le Qatar ce soit une terre pour finalement accueillir les touristes, en général les touristes fortunés et venus d'Europe, parce qu'après, effectivement, pour les autres personnes qui viennent au Qatar, c'est beaucoup plus compliqué, notamment sur la question des conditions des travailleurs dont on avait évoqué. Mais ouais, cette question-là aussi est à prendre en compte. Ouais, carrément. Ok, bah écoute, merci beaucoup, c'est passionnant comme d'hab. C'est charmé de t'avoir, de pouvoir évoquer ces sujets. Et pour finir, peut-être sur note légère, alors sur Football Manager, quand je t'avais quitté, je me souviens, t'étais avec un club laiton, non, à l'époque, c'est pas ça? Du Liechtenstein, je crois. Liechtenstein, je confonds, ouais. Et t'en es où alors sur FM? J'ai pas poursuivi cette game, parce que Liechtenstein, après, en plus, avec une connaissance à moi sur Twitter qui est après devenu un pote. On est en plus allé au Liechtenstein. Vous êtes allé sur place, ouais. Ouais, on est Vous sur êtes allé place. voir le club? Ouais, ça, on est allé voir le club. C'est On mortel. est allé voir. On a fait un reportage là-bas qu'on va tenter de sortir sur YouTube, mais vu qu'on l'a autoproduit, c'est un peu plus long, effectivement, parce qu'on a tous des activités à côté. Ouais. Et après, on a rencontré, effectivement, on est allé voir là-bas, on est un peu allé voir le musée, etc. On a rencontré le directeur du musée pour qu'il nous explique un peu l'histoire du pays. Et après, on allait voir directement le match. Donc là, c'était FC Vaduz Alkmaar, parce que Vaduz, c'était le premier club du Liechtenstein à se qualifier en phase de groupe de Coupe d'Europe. Donc, ouais, parce que généralement, historique. C'est néerlandais, ouais. Et du coup, on allait voir le match. Et après, on a eu la chance d'interviewer
le joueur français qui est là-bas, qui s'appelle Anthony Gelzer, Ok. le seul joueur français du club. Et après, un international du Liechtenstein qui avait marqué un but d'ailleurs durant le match et qui avait une expérience aussi à l'étranger, qui était un joueur du FC Vaduz et aussi de l'équipe nationale, et aussi le directeur sportif du club qui était aussi dans la fédération nationale du Liechtenstein pour nous expliquer un petit peu comment est-ce qu'il pouvait développer le football dans un tout petit territoire et où le football, c'est pas forcément le sport le plus populaire dans un territoire qui est coincé entre la Suisse et l'Autriche, c'est plus les sports d'hiver. Donc c'était cool. Mais après, pour en revenir sur Football Manager, non, j'ai pas continué cette game parce que Ouais. tu partais quand même de très très loin. Donc j'ai plutôt fait une game avec les Girondins de Bordeaux pour essayer de les sortir de Ah, la Ligue t'essayes de 2 redorer le blason girondin? et d'accrocher la Ligue des Champions, ce qui a été plutôt fait. Mais là, j'ai pas continué, mais j'ai toujours pas accroché le titre. Le PSG est beaucoup trop au-dessus, mais il faudrait peut-être que je refasse des parties. Hier, notamment, j'étais sur la chaîne de Poney Club et j'ai vu qu'il avait fait un live Twitch FM Ouais. avec une database de 98-99 et c'était très Ah. rigolo parce que tu Ah pouvais bah du coup là vous êtes bien en 98-99 Bordeaux. ah bah oui, c'est sûr. Mais par contre, les stats étaient un peu bizarres, quoi. Tous les joueurs de Bordeaux, genre Lilian Sand était totalement surcoté, Ah ouais? ouais. Mais en tout cas, ça m'a donné envie de rebasculer dans FM, en tout cas pour découvrir un petit peu ces databases des temps où effectivement, tu avais des transferts qui n'étaient pas à 50 millions, Ah bah ouais, enfin pas carrément. tous à 50 millions d'euros, mais tu avais, des transferts un peu moins importants, quoi. Ouais, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Bah, les potos, je vous remets d'ailleurs le lien de la chaîne de Kevin qu'il faut aller suivre. C'est la chaîne Ah oui, FC Géopolitique sur Twitch. Donc, toi, on peut te retrouver t'es en milieu de matinée, je crois, c'est ça? ouais, c'est ça. Moi, je commence mes lives. Bon, après, euh, en général, j'ai fait le vendredi, mais là, je vais faire une semaine de pause la semaine prochaine. Mhm. En général, c'est le vendredi et j'essaye d'en faire un à deux par semaine, mais en général, je préviens sur Twitter et sur Instagram. Ouais. Et donc, ce que je fais, c'est en général 9h30. Après, ça peut dépasser, notamment hier, ça a dépassé parce que tu m'as envoyé Bah ouais. un raid et du coup, il y avait plein de monde. C'était cool. Et on a parlé des îles Marshall et du football, donc c'était vraiment un truc sympa. Ok. Et en général, je fais des matinales que j'appelle Géopo Actu. On Mhm. fait le tour de l'actualité géopolitique autour de quelques sujets importants, notamment la question de la guerre en Ukraine, mais pas que, pour avoir un tour de l'actualité géopolitique aussi où on a des sujets un peu moins lourds. Et voilà, il y a un fil rouge de l'émission, on évoque deux, trois sujets, et après, on peut effectivement parler d'autres sujets. Mais voilà, je présente trois sujets d'actualité autour de la géopolitique, mais aussi du sport. Ok. Et on en discute et je présente ça. Et puis, c'est très cool. Venez en tout cas. Le prochain, je pense que ce sera pas en fin de semaine, ce sera pas la semaine prochaine, mais dans 2 semaines. Mais si vous suivez sur Twitter, vous serez averti du début du live et de toutes les infos. Ah bah super, super. Ça marche. Bah écoute, en tout cas, encore merci. Ça fait trop plaisir de t'avoir eu avec nous. Merci de nous avoir accordé 1 heure. Merci beaucoup pour l'invitation, hein. Enfin, toujours un plaisir de venir sur ta chaîne. Ah ouais, c'est top. Merci beaucoup, je t'en prie. Et puis bah je te dis à très bientôt, hein. On se réorganise ça dès qu'on peut, Ouais, dès carrément, qu'on a une bonne bien sûr. petite actu à partager ensemble. Ok, super. Merci pour l'invitation et puis d'émission et de live, quoi. Merci beaucoup. Ciao, très bonne journée à toi. Ciao Salut à Kevin. tous. Bye bye.